Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecté Bécomo, nouvelles accusations suite au meurtre de Jérémy Barrette. Le comptoir alimentaire L'Escale achète une ancienne banque, des classes adaptées bientôt retirées de la polyvalente DB et un dernier effort requis pour le serpent de roche d'Hugo. Développement dans l'affaire du meurtre de Jérémy Barrette aux Galeries Bécomo. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a déposé 15 nouvelles accusations depuis le 6 février dernier. La grande majorité de ces accusations concernent le septilien Gabriel Thibault-Cormier. L'homme de 23 ans est accusé d'avoir enfreint les conditions de remise en liberté émises dans d'autres dossiers. Cela inclut notamment l'interdiction de posséder ou de porter des armes, de se trouver dans des bars ou de quitter le district judiciaire de Mingan sans excuse légitime. Lui, comme les 3 autres individus arrêtés, font face à des accusations liées à la possession sans permis d'une arme prohibée dans un dessein dangereux et de l'avoir transportée. Une accusation d'entrave pèse également contre Smarley Dujour, 19 ans, de Montréal. Les 4 accusés demeurent détenus alors que l'enquête se poursuit. Le DPCP indique que des accusations de meurtre pourraient prochainement être portées contre ces individus. Depuis le 2 février, le comptoir alimentaire L'Escale est officiellement propriétaire des anciens locaux de la Banque nationale du Canada sur la rue de Puy-Jalon. L'organisme souhaite ainsi bonifier ses espaces d'entreposage. De guignolée en guignolée, qu'on constatait qu'on manquait d'espace, on devait emprunter des locaux à différentes personnes en ville là, pour pouvoir entreposer ce qu'on récoltait dans nos périodes quand même assez achalandées. On est vraiment très, très, très heureux pour ça. Mais oui, effectivement, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une croissance des besoins, mais elle est installée. Donc là, il faut faire avec, puis il faut trouver des solutions pour pouvoir y répondre. Vacant depuis le 25 octobre 2019, le vaste immeuble de 2 étages répondait aux besoins croissants du comptoir alimentaire L'Escale. On voulait que ce soit principalement dans le secteur Mingan parce que plus de 75 % de notre clientèle est ici et n'ont pas nécessairement tous des moyens de se déplacer. Initialement, la banque voulait vendre l'immeuble 400 000 $, mais la transaction s'est finalement conclue pour la somme de 300 000 $. Ils nous ont quand même offert 100 000 $ comme preuve d'implication dans la communauté parce que en leur expliquant pourquoi nous, on était seulement capable de payer le prix qu'on leur offrait, ils ont compris puis ils ont voulu faire leur part. Malgré l'importance de la transaction, le comptoir alimentaire L'Escale n'a pas contracté d'hypothèque. On a eu un soutien financier là, de la part du privé. Et étant donné qu'on travaillait sur ce dossier-là depuis 2020, on avait eu accès à des différents fonds qu'on a pu utiliser pour faire l'acquisition, donc on n'a aucune hypothèque sur le bâtiment. Au cours des prochains mois, s'effectueront les travaux pour la phase 1 d'aménagement des locaux. On a déjà sur papier la phase 1 de ce qui doit être fait en priorité pour qu'on puisse commencer à utiliser le local idéalement pour la prochaine collecte de la rentrée scolaire. Donc, enlever ce qui ressemble aux équipements vraiment typiquement de la banque. On va démanteler plusieurs bureaux. On va en conserver parce qu'il va y avoir des opérations quand même qui vont se faire à partir d'ici. On va enlever tapis céramique au sol pour remettre ça sur un sol en béton qui sera scellé pour que ce soit adéquat pour l'entreposage là, de denrées. La suite des travaux à exécuter dépendra notamment des besoins des bénévoles qui assurent le maintien des activités du comptoir alimentaire L'Escale. On veut améliorer la situation de travail à tout le monde, puis par le fait même, on va améliorer notre distribution. Comme pour les paniers de Noël, on va être beaucoup plus efficace de préparer et de distribuer ça à partir d'ici versus nos plus petits locaux qu'on a actuellement. José Gagnon tient à préciser que l'organisme continue d'utiliser ses locaux actuels. Pour l'instant, on veut vraiment analyser tout ça parce que l'autre bâtiment offre quand même plusieurs possibilités. On va pouvoir développer beaucoup plus la cuisine, cuisine collective, des cours de cuisine, peu importe, la transformation. Ce sera vraiment là, une fois qu'on va avoir commencé à utiliser la place ici, qu'on va évaluer tout ça. On se laisse 2 ans
pour bien évaluer nos choses puis pas prendre de décisions qui nous coûteraient cher pour rien. Elle est moins pesante, mais quand même... En entrant dans l'une des voûtes de la banque, Josée Gagnon nous explique qu'elle a découvert un couple de sans-abri lors d'une visite des locaux vers la mi-décembre. Et on a dû les réveiller, signifier que nous étions sur place parce qu'on était 3 au moment de la visite. Mais ça s'est bien passé, là. Ils ont été très gentils, collaborateurs, ils ont discuté avec nous. C'est à ce moment que le téléphone de Josée Mailloux a sonné dans les locaux de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Donc, elle m'a demandé comment je pouvais l'aider pour pouvoir accompagner ces gens-là. Et comme c'était très près d'ici, je suis descendue immédiatement pour aller la retrouver. Et étant intervenante psychosociale de formation, bien, c'était facile pour moi d'aller à la rencontre de ces gens-là pour faire une préévaluation de leurs besoins, voir où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qui les avait amenés là et surtout, c'était quoi leur vision du futur maintenant qu'ils savaient qu'ils devraient quitter l'endroit. Le couple de personnes en situation d'itinérance a été logé le jour même à la résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Outardes. Lors de la prochaine rentrée scolaire, la polyvalente DB ne comptera plus de classes langage et formation préparatoire au travail. Ces classes, qui comptent une vingtaine d'élèves, seront transférées à l'école secondaire Serge Bouchard. Bien, c'est des élèves qui vont avoir soit des difficultés langagières au niveau de la compréhension du langage ou soit des élèves qui ont des grandes difficultés d'apprentissage. Fait que c'est des jeunes qui sont plus vulnérables. Fait qu'en les amenant tout le monde dans la même polyvalente, bien, ça nous permet aussi d'avoir une plus grande équipe au niveau de nos enseignantes, de notre personnel des services complémentaires pour adapter encore plus le service aux besoins de chacun de ces élèves-là. Stéphanie Cassista-Thibault fait partie des parents informés de la décision. Dans une lettre datée du 27 janvier, la mère de famille croit qu'un changement d'école nuira à son fils. Puis, c'est du nouveau. Lui, il a peur d'être comme mis de côté parce que là, ça va être le nouveau à l'école. Voulant savoir pourquoi la décision a été prise sans consulter les parents au préalable, Mme Cassista-Thibault a contacté un avocat du Centre de services scolaires de l'Estuaire, Maxime Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, il a pris ses renseignements. Il m'est revenu, il m'a dit « Vous pouvez pas rien faire, madame. Ils ont le droit de prendre ça par la direction générale. » Fait que là, moi, j'ai dit je vais y aller par autre chose. Je vais prendre les moyens du bord. » J'ai fait une plainte directement au service scolaire et j'ai fait une pétition. J'ai lancé une pétition. La pétition pour le maintien des classes langage et formation préparatoire au travail à la polyvalente DB a récolté au moins 54 signatures. C'est des enfants plus vulnérables, des enfants qui sont facilement qui peuvent décrocher facilement de l'école. Puis là, on les déracine, on les envoie dans un milieu qui n'ont jamais été. Au début du mois de février, les parents concernés ont été invités à une rencontre du Centre de services scolaires de l'Estuaire pour expliquer la décision. La rencontre s'est plutôt bien terminée, je le dirais comme ça, avec des parents qui nous ont écrit par la suite pour nous dire que la rencontre les avait sécurisés puis qu'on avait leur confiance pour poursuivre. Sur 10 parents, 8 parents étaient en désaccord du déracinement des enfants parce qu'il y a eu des adaptations. Puis, tu sais, ils se disent, ça fait des années que les classes sont en place. Pourquoi, là, du jour au lendemain, on irait les enlever pour déraciner? Pourquoi ils ne font pas une transition des enfants déjà inscrits là, les laisser terminer leur secondaire, puis les nouveaux inscrits, les inscrire là-bas pour les débuter? Mais maintenir les services en double dans les 2 écoles secondaires n'est plus viable dans le contexte budgétaire actuel, selon le Centre de services scolaires de l'Estuaire. Sa directrice générale dit comprendre les craintes des parents. Pour les élèves qui sont actuellement dans l'autre polyvalente, c'est clair qu'on va mettre en place des moyens pour leur aider à faire cette transition-là. Des parents ont aussi manifesté des craintes concernant la sécurité de leurs enfants à l'école secondaire Serge Bouchard. On se le cachera pas, la criminalité est plus présente à Bécomo. Puis là, ça se retrouve où le centre, en plein milieu où puis j'allons bosser, là, où il y a le centre qui est là. Puis en début d'année, il y a eu un recrutement intense où Serge Bouchard était. Même que les polices ont intervenu beaucoup au début de l'année. Les gangs de rue rentraient même par l'école. S'ils ont été capables de rentrer dans l'école, sont capables d'aller recruter des jeunes plus vulnérables. En fait, la criminalité, elle n'est pas dans l'école secondaire Serge Bouchard.
Il y en a dans la Manicouagan, il y en a à cette île, il y en a partout où ça existe. On est très conscient de ça. Puis je peux vous dire que déjà, tout le printemps passé, puis cet automne, le directeur de l'école puis son équipe de services complémentaires sont à pied d'œuvre avec le milieu communautaire, avec la santé publique, pour mettre des filets de sécurité en place. Les services policiers sont régulièrement autour de l'école. Fait qu'on travaille fort pour éviter que les élèves s'en aillent justement se promener sur le plateau, là, parce que c'est plus là que les activités se passent. Puis on a des partenaires du milieu communautaire qui appellent maintenant le directeur de l'école pour dire il y a des jeunes qui flânent. Les craintes des parents ne feront pas reculer le Centre de services scolaires de l'Estuaire qui parle d'une décision longuement réfléchie et prise dans le meilleur intérêt pédagogique de l'élève. Dans cette salle du musée de l'église Sainte-Amélie, des bénévoles se relaient depuis la fin de l'automne pour peindre les quelques 3000 pierres manquantes pour battre le record Guinness du plus grand serpent de roche du monde. Ça va bien, en fait. Ça va mieux qu'espéré, je dirais. J'ai eu un petit doute au début de l'année parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait comme 10 000 roches à peu près qui avaient été soit brisées ou qui n'étaient pas peintes pour les normes du Guinness. C'était plus que ce que je m'attendais, honnêtement. Donc, j'avais appelé à l'aide un peu parce qu'évidemment, à 10 000 roches, on ne peut pas faire ça, juste ma famille. Puis, finalement, en fait, la réponse a été vraiment bonne. Puis là, actuellement, il nous manque moins de 3 000 roches. Donc, c'est vraiment au-delà de mes espérances. Ben, c'est incroyable. Au début, on était vraiment flabbergastés, si on veut, de voir comment les gens participaient au projet au début. Puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui participent, plein de personnes de Bécomo, aussi des personnes d'ailleurs, comme c'est ça, la France, le Mexique. L'île Maurice, on en a reçu des roches de là aussi. Tu sais, là, ça va vraiment bien, pour vrai, mais je pense quand même qu'on va avoir besoin d'un petit blitz final. Moi, je fais quelques journées, c'est ça, de fin de semaine complète, mais j'invite encore la population à revenir. Je pense qu'il faut retrouver un petit peu, tu sais, l'engouement du début où tout le monde voulait faire sa première roche. Bien, j'espère qu'on va avoir, tout le monde veut faire sa deuxième roche, puis si on réussit à atteindre ça, bien, le Guinness, on va l'avoir haut la main. Mais pour battre le record Guinness de 31 731 pierres établi en France le 5 juin 2022, il faut respecter des normes strictes. C'est selon les règles du Guinness, c'est très strict. Là. Il faut que la roche soit peinte vraiment sur tous les côtés, sauf le dessous. Et puis, il faut qu'il y ait un dessin reconnaissable. Fait que c'est sûr que quand on a ramassé les roches puis qu'on les a vraiment examinées là, une par une en essayant de les classer, on se rendait compte qu'il y en a beaucoup qui avaient été beaucoup abîmées par la température, l'hiver et tout ça, contrairement à ce qu'on pensait. C'est pourquoi des bénévoles se sont relayés au cours de l'automne pour peindre les roches dans l'ancienne papetière appartenant à Nordera. Ils ont vraiment gracieusement accepté de nous le prêter. On a zéro frais, ils sont super aidants, ils rentrent les roches là, ils nous laissent travailler, ils nous laissent rentrer comme on veut. Ils sont vraiment, vraiment gentils. La seule chose, c'est qu'on s'est rendu compte que il faisait froid dans une usine. Donc, quand on a voulu continuer à peindre les roches là-bas, c'était pas possible parce que la peinture ne séchait plus. Puis en fait, à un moment donné, elle a commencé à juste carrément geler dans les pots. C'est au mois de décembre que le musée de l'église Sainte-Amélie a offert aux bénévoles du Serpent de Roche d'Hugo d'utiliser gratuitement ce local. Les petites œuvres d'art sont ensuite retournées dans les locaux de Nordera. On ne pouvait pas se permettre de perdre finalement les 3-4 mois d'hiver où il allait faire vraiment froid dans l'usine pour peindre parce qu'on ne serait pas arrivé. Parce que c'est sûr qu'on a quand même un certain deadline, là, en bon français. À un moment donné, nous, cet été, on veut mettre les roches sur le serpent de roche en béton. On a béton préfabriqué qui est prêt à le faire. La Ville a accepté le projet pour 2026. Puis à un moment donné, il faut que ça se fasse aussi. Là. Mélanie Garneau espère avoir atteint l'objectif de 32 000 roches peintes d'ici le mois de mai.